Après près de 20 ans, Odessa a enfin dévoilé le passé de Brooke. Sans plus attendre, décortiquons les détails cachés et les subtilités de la traduction qui composent ont signé ce retour en arrière. Pour rappel, le projet de carte du monde interactive est désormais disponible. Vous pouvez ainsi vous procurer votre propre carte du monde actuellement proposée en grand format et en format réduit, plus économique et plus facile à transporter. La grande carte bénéficie encore d'une réduction de 20% pendant une semaine seulement. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir votre carte du monde. Merci de soutenir la bibliothèque O'Hara et de contribuer à rendre des projets comme celui-ci plus accessibles. Le chapitre s'ouvre sur une confrontation directe entre Aimu et Ragnar. Aimu explique au grand écureuil qu'il attendait sans doute quelqu'un pour l'aider à se venger. Bien que les détails restent flous, on peut aisément supposer que Ragnar souhaite venger son ancien maître, le dieu de la guerre originelle, qui jadis l'aurait trahi et combattu. Cependant, il s'agit là encore de son point de vue. Et vu la réaction de Ragnar, je parierais que la réponse du dieu de la guerre était probablement justifiée. Étant donné qu'Emo et Joy Boy semblaient avoir été proches par le passé, il est probable que la rupture se soit produite entre leurs camarades et que le dieu de la guerre ait pris le parti d'Aimu avant de se rallier à l'autre jusqu'à sa mort. On nous a également dit que Ratatoskr, l'écureuil de glace, s'est ensuite emparé du marteau de Ragnar, ce qui semble indiquer soit que le fruit du Ratatoskr appartenait auparavant à quelqu'un d'autre qui s'est réincarné et a ensuite été intégré au marteau, soit que Ratatoskr était une entité quelconque, transformée en fruit du démon. Mais il est aussi possible que la légende ait embelli les faits et que Ragnar possédait déjà le fruit à cette époque, d'autant plus que Zemo s'adresse directement à Ragnar au lieu de l'appeler Ratatoskr. Quoi qu'il en soit, Ratatoskr a manifestement attendu tout ce temps qu'une personne digne de l'aider à venger son ancien maître se présente. Et comme par hasard, l'occasion se présente. Emo mentionne également une douzaine de personnes qu'il a jadis tuées, et d'Antney, il pourrait s'agir de n'importe qui, mais compte tenu du contexte, on peut supposer qu'il s'agit du nom de l'ancien dieu de la guerre. Et c'est un nom japonais assez rare mais bien réel. Mais si l'on part du principe qu'il s'agissait d'un géant d'Albath, cela nous donne l'occasion de retracer son nom. Après, tous les géants d'Alboth portent des noms appartenant à 3 catégories. La première regroupe les figures de la mythologie et de l'histoire nordique, principalement des membres de la royauté, comme Harald, Edida, Estrida, Loki et Hyodin, dérivé d'Odin. Gurth constitue toutefois une exception notable. Mais ce nom pourrait s'expliquer si elle venait à épouser Hyodin, puisqu'elle semble avoir un faible pour lui. Deuxièmement, on trouve des noms nordiques, courants ou inspirés, d'autres figures utilisées pour la plupart des personnages civils les plus fréquents, comme Ylva, Aegir, Skaldii, Rona, Born, et Yen, Olaf, etc. Enfin, il y a la troisième catégorie. Les noms sont probablement empruntés à des catcheurs vu leur ressemblance. C'est surtout le cas pour les pirates guerriers géantes. Broggy deviendrait Bruiser Brody. Dory serait Dory Funk et Ripley serait Rhea Ripley. Colon, c'est Carlos Colon. Road, c'est Road Warriors. Goldberg, c'est Bill Goldberg. Raiden, c'est James Raiden. Et il y a une multitude de John dans le monde du catch pour John Giant. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais en général, ils rentrent dans ces catégories. Et en effet, si l'on se penche sur l'histoire des catcheurs nommés Dozan, on trouve Riki Dozan, un catcheur légendaire de la scène japonaise, connu sous le nom de Mitsuhiro Mamoa. Il a d'abord dit le nom de catcheur Riki Dozan, composé des kanji signifiant puissance route et montagne. Traduit approximativement par montagne de force, il est historiquement considéré comme le père du catch professionnel au Japon.
Le fait qu'il soit considéré comme l'un des pères fondateurs de la lutte dans son pays fait écho à la figure légendaire que fut le Dieu du monde de One Piece dans l'histoire d'Alb. Quoi qu'il en soit, Loki attaque à nouveau et mieux avec une technique appelée Ragna Jinheim. Ce nom, Ragnaga Jinheim, est une combinaison de Ragna, de Ragna et de Ragnarjin qui signifie Dieu en japonais, Him, signifiant royaume, terme utilisé dans le nom de plusieurs royaumes, comme on le voit dans d'autres attaques de Loki. Alors que la lecture des kanji montre que Ragna est formé des kanjis signifiant marteau et éclairs, comme précédemment pour Ragnar, tandis que Jinheim est formé des kanjis signifiant deux maréchaux et royaume signifiant fondamentalement le second royaume de la guerre. C'est assez intéressant car nous avons déjà vu Loki utiliser d'autres attaques nommées d'après des royaumes comme Nilheim ou Thorheim, mais dans ce cas, il fait référence au second monde. Il riposte, en enduisant à nouveau sa lance-domaine pour déchaîner une lame très longue. Celle-ci est appelée Graham, phonétiquement prononcée Goramu, qui fait une référence à la lame légendaire de la mythologie nordique, également connue sous le nom de Grammaire ou Balmung. C'est une épée magique que le héros Sigurd utilisa pour tuer le légendaire dragon Fafnir. Cela est tout à fait approprié, car Emo l'utilise ici aussi pour chasser un dragon. La lecture en kanji est Fulken, ce qui signifie lame de colère, et en particulier l'utilisation du kanji pour le mot colère qui fait référence au péché capital. Au village de l'Ouest, les parents se battent et pour protéger les enfants de Zaza, notamment Riapley, Anjay, et Omo ainsi qu'Ilva et la mère de Ben. Zaza parvient à enlever 7 des membres de la famille, selon Killingum. Il s'agit de Cullen Ilva Olaf et Johanna d'une main et de Bentmog et un autre individu difficilement visible de l'autre. Il semble que les 3 autres soient insaisissables, mais Killingum décide de poursuivre son chemin. Un gros plan sur le visage de Zaza, mais particulièrement en évidence son œil cerné. Et étant donné que Nika et Emu ont toutes deux les yeux rouges cernés, je ne serais pas surpris qu'une déesse comme Zaza en ait également. Dans cette case, Oda a cependant dessiné Zaza par inadvertance, sans le voile sur son nez, mais j'imagine que cela sera corrigé dans la version finale. Du côté des chapeaux de paille, Brook commence à comprendre que Ganku est manipulé. Et c'est ainsi que nous entrons dans le passé avec le flashback de Brook 70 ans plus tôt à Brook Peace. La histoire nous ramène 70 ans en arrière au royaume d'Esperidia dans le West Blue. Pour situer le contexte, bien mas evavanets dash JH paruation des rochers bien avant d'un nombre de légendes actuelles à une époque où des personnages comme Goldie Roger ou Edward Lenouat n'étaient que de jeunes enfants. Brook avait alors 20 ans et travaillait encore dans un certain royaume du West Blue. Pour rappel, c'est tout ce que nous savions de Brook avant ce flashback. Avant de rejoindre l'équipage du chapeau de paille, il a mentionné qu'il était le commandant chevalier d'une escadrille militaire d'un certain royaume utilisant le mot Goendon, qui peut signifier escadrille militaire ou escadrille d'escorte. Et résumé, il s'agissait d'un groupe de chevaliers ou de gardes, parmi lesquels Brook portait le titre de Dancho, le même titre que celui que Shamrock porte actuellement pour les Chevaliers Divins. Et ce titre signifie « commandant des chevaliers » et désigne donc le chef d'une escouade de chevaliers, bien que différent de celui de commandant suprême détenu par Garling. Nous n'en savons guère plus. La meilleure hypothèse que nous ayons pu formuler est qu'il s'agissait d'un royaume de West Blue. Ce royaume que nous savons maintenant être le royaume d'Esperia porte un nom intéressant.
Hesperia est une ville d'Italie, mais elle est généralement associée à cette région. Avec les Hespérides, des noms de la mythologie grecque qui incarnent le soir. En anglais, on les traduit généralement par Hespérides, mais il semble que Oda suive ici l'orthographe grecque originale. Elles étaient censées vivre à l'extrême ouest du monde ancien, car aussi surprenant que cela puisse paraître, le mot anglais West dérive de Hesperidae, ou plus précisément de Hesperos, ou Vesper, et en latin qui signifie soir. On peut aisément en déduire que le soleil se couche à l'ouest et que le soir ou vêpres est devenu l'incarnation de ce concept, les Hespérides. Il est donc tout à fait logique qu'Hesperia se situe dans le bleu de l'ouest. Selon moi, les Hespérides vivaient dans un jardin à l'extrême ouest du monde, là où le soir tombait et où elles cultivaient des pommes d'or. C'est de cette pomme que la déesse Bélier cueillit la fameuse pomme de la discorde à l'origine de la guerre de Troie. Ce symbolisme, où l'aide représente le lever du soleil et l'ouest son coucher, me laisse penser qu'Oda a peut-être intentionnellement juxtaposé la naissance de Luffy sur l'île de Dash à l'est et le berceau de Teach, la vallée des dieux, à l'ouest. Il est toutefois intéressant de noter que Teach lui-même est né sur Grand Line à Shadowport et n'est retourné à la vallée des dieux qu'après y avoir été envoyé par Jabek. Quant à la géographie, le royaume semble être construit sur 3 niveaux, dont un niveau circulaire où se trouvent le port et l'opéra. Depuis le port, un pont relie l'île. À une seconde plus petite, surmontée d'une tour plus modeste, peut-être un phare. Au centre de l'île se trouve un plateau lui-même, surmonté d'un second plateau où se dresse le palais royal. Derrière celui-ci se trouve une harpe colossale, un emblème approprié, puisque ce royaume est réputé pour son art instrumental et semble accorder une grande importance à la musique. D'autres motifs musicaux se retrouvent dans le paysage, comme les notes de musique ornant les flèches des tours ou les haies taillées en forme de notes dans les jardins du palais. D'une certaine manière, cela rappelle un peu Alia, la capitale de la musique, le royaume paradisiaque qui a servi de décor au film Red. Dès le début, on découvre qu'à 4 heures du matin, Brook décide de réveiller tout le royaume avec sa musique dès les premières lueurs de l'aube. C'est une habitude que Brook conserve. Lorsqu'il était pirate, il réveillait les pirates de Gild et de Rumber aux aurores avec sa mélodie stridente et insupportable. La chanson qu'il chante ici, cependant, est Good Morning Yo, un jeu de mots entre Good Morning et Ningo, sirène. Si vous avez une bonne mémoire pour One Piece, vous aurez peut-être aussi remarqué dès la lecture du titre qu'il annonçait un flashback de Brook. En effet, Brook chantait déjà cette chanson vers la fin de l'île des hommes poissons dans le chapitre 653. Bien qu'il l'ait présenté comme un nouveau single avec quelques différences dans les paroles, l'idée reste la même. Il semblerait que Brook ait nourri le rêve de rencontrer une sirène, un rêve qui s'est enfin réalisé des décennies plus tard. Il conclut même les paroles par un autre jeu de mots, But Endingo, combinant une fois de plus ending et ningo. Il est difficile de distinguer précisément l'instrument qu'il utilise, mais les effets sonores qu'il s'agit donc c'est une guitare plutôt que de son violon habituel. Ce dernier serait probablement électrique pour produire un son suffisamment fort, d'autant plus qu'on aperçoit 2 amplificateurs sur les toits d'où il chante. De plus, la mise en page des bulles de dialogue donne l'impression qu'il parle à travers un haut-parleur géant. À l'aube, il bondit dans les airs, adoptant une pose qui rappelle étrangement celle de nain. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'il fait ce geste, puisqu'il avait déjà fait une pose similaire au chapitre 635.
Il semble que Brooke soit un personnage aussi détesté qu'aimé, aimé pour sa force et son dévouement à la couronne, mais haï pour ses comportements agaçants, ce qui n'est pas si différent de son comportement cruel plus tard. Namahi ses troupes. Dema, dont il est le commandant des chevaliers, comme vous vous en souvenez, est très apprécié de ces hommes, qui le supplient de leur enseigner la technique du Hayagiri. Hayagiri, qui signifie littéralement « coup rapide », fait probablement référence à la technique de Brooke, qui lui permet de frapper si vite que la victime ne s'en aperçoit même pas, les dégâts infligés n'étant visibles que plus tard, depuis Thriller Barf. Cette technique est devenue la marque de fabrique de Brooke, notamment grâce à sa version emblématique Anutaso Yahatsugi, que l'on peut traduire par « fredonner 3 versets en taille en pointe de flèche ». L'explication. Après avoir parcouru 3 mètres en fredonnant la cible, est entaillée comme transpercée par une flèche. Ce que certains ignorent peut-être encore aujourd'hui, c'est que le film est directement inspiré d'une célèbre pièce de Rakugo ancienne, dans laquelle un escrimeur nommé Shirgachi tailladait ses adversaires avant même qu'ils ne s'en rendent compte grâce à un mouvement du même nom. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée dans les animés que les escrimeurs peuvent trancher leurs ennemis en un clin d'œil. Au Palais Royal, on voit Brooke choyer une petite princesse, ou plutôt la princesse Shuri, comme on l'appelait. Alors, un prénom japonais courant comme nous l'avons déjà expliqué. Il chante bien sûr l'emblématique Bing Sasake. Si d'après Brooke, Bing Sasake est une chanson célèbre chantée par les pirates, d'entendre, il est logique qu'un mélomane comme lui la connaisse déjà lorsqu'il est à des chevaliers. On constate qu'à ce moment-là, la princesse Shuri a 7 ans, ce qui lui donnerait 77 ans aujourd'hui. Comme l'a dit Brooke, elle avait déjà une hétérochromie et non un trouble apparu plus tard avec l'émotion, ce qui semble logique, puisque Brooke a remarqué la différence entre ses yeux. Son nez a l'air de couler constamment, ce qui expliquerait pourquoi elle le garde toujours couvert. Peut-être que même maintenant, il coule encore. La lame dans son dos indique qu'elle idolâtre les chevaliers comme sa mère Brooke. Et elle a aussi un rire unique, typique des Dehei. Chose fascinante, c'est la première fois que l'on voit les yeux de Brooke. Oui, c'est la première fois dans tout le manga, car à chaque fois qu'on l'a vu dans le passé même de son vivant, il portait toujours des lunettes de lei, les yeux même couverts au moment de sa mort. On a aperçu un bref dessin de Brooke enfante dans une des pages, un en couleur d'Oda au chapitre 726, mais même là, il portait des lunettes de soleil. Ici, on voit enfin ses yeux, dont les cils pointant vers le bas, ce qui est fascinant. Et c'est assez étrange, car beaucoup ont déjà remarqué la ressemblance entre Brooke et Teach. Une afro volumineuse semblable à celle de Teach, enfant des lèvres pulpeuses. Et maintenant, en plus de tout ça, quasiment les mêmes yeux vu qu'il vient de West Blue. Est-il vraiment possible que Brooke ait des ancêtres d'Evi bien avant la chute de Valley? Assisterons-nous peut-être même à une révélation sur Davy? On nous présente également le roi d'Hesperia, le roi Ruvan ou Louvain, ou quelque chose du genre, vu cette orthographe fantaisiste. Son épouse, la reine Candel, est l'objet de l'admiration de Brooke. Le roi menace donc Brooke de la peine capitale pour trahison car il craint qu'il ne tente de le destituer pour épouser la reine Candel. Brooke assure pourtant n'avoir aucune intention maléfique, souhaitant simplement enlever sa femme après sa mort naturelle comme le ferait un vrai gentleman. Mais ce qui est intéressant, c'est que Brooke appelle le roi Chani, ce qui signifie « grand frère », avant de se corriger en disant « roi O ». Difficile de dire si Brooke était simplement amicale avec le roi, car en japonais c'est Annie, ou Zhao et Bro, peuvent s'employer de la même manière qu'en français pour exprimer sa familiarité, ou si les deux hommes sont réellement liés, car ces termes
peuvent aussi être utilisés entre membres d'une même famille. Cela paraît logique, car le roi a lui aussi des lèvres pulpeuses et des cils tombants, et son accusation de sédition serait plausible si le trône devait revenir à Brooke après sa mort. Il est si logique qu'en tant que second prince, Brooke occupe une position importante au sein du gouvernement d'Hesperia. Donc au moins tout se tient. Et surtout, le fait que Brooke ressente le besoin de se corriger laisse penser qu'il s'agit plutôt d'une erreur de langage, comme s'il avait appelé un membre de sa famille directement, au lieu de par son titre, plutôt que d'une simple amitié. Car si le roi acceptait d'être appelé Aneki Brooke, n'aurait pas besoin de se corriger. Cela renforce aussi la plaisanterie du roi jaloux que Gunka traite Brooke comme une figure paternelle, plutôt que comme son père biologique, ce qui serait logique s'ils étaient simplement son oncle. Un garde interrompt cependant la conversation pour signaler une attaque d'une unité de cavalerie d'un gang. Le fait que cela se déroule à West Blue ne laisse aucun doute sur le type de gang auquel il appartient. Il s'agit assurément d'une des 5 grandes familles. La carte de siège du royaume le confirme. On y aperçoit une école et Crossbones coiffé d'un fedora emblème d'une organisation criminelle. Pour rappel, les 5 grandes familles sont les familles du crime organisé qui contrôlent la pègre de West Blue. Elles exerçaient une emprise considérable sur le milieu criminel de cet océan jusqu'à ce que Beige plonge tout le système dans le chaos en gravissant les échelons et en éliminant les chefs de famille pour le simple plaisir il y a quelques années. Dans ce cas précis, ils font référence à la famille Moreland, probablement l'ancêtre du gang bleu de Dunway. Marlon, membre des Rock Spirits, qui sera lui-même remplacé bien plus tard par le gang Capon. Marlon a sans doute été nommé d'après l'acteur Marlon Brando qui a joué dans Le Parrain, mais Merlin n'est probablement qu'une référence à mon avis. Les gangsters semblent en vouloir à la reine Candle, qui assiste actuellement à une représentation à l'opéra. Mais le roi ne peut la contacter car les vieux et les morts mouchis de l'opéra sont en mode silencieux. Une plaisanterie amusante sur le fait de mettre son téléphone en mode silencieux au théâtre par politesse. Une pratique encore plus courante au Japon. La bande apparaît près de l'opéra juguée sur des zèbres sans doute parce que ces zèbres sont aussi rayés que leur tenue. Mais Brooke les élimine rapidement, les ayant déjà tailladés le matin même. Son coup cependant est tellement retardé que même des heures plus tard, il ne fait finalement effet. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de la reine Candle, une monarque d'une beauté exceptionnelle vêtue comme un chevalier. Brooke affirme qu'elle pourrait se défendre sans problème au combat. D'après le texte, il semblerait qu'elle ait été commandante des chevaliers avant que Brooke n'accède à ce poste, et qu'elle ait fini par épouser le roi probablement, après leur rencontre dans le cadre de ses fonctions. Oda la représente avec une beauté très masculine, son apparence nocturne contrastante avec son charme féminin. Son apparence est si envoûtante que même les femmes succombent à son charme. Le design du personnage rappelle fortement celui d'Oscar, le personnage principal du manga shoujo La Rose d'Ursel, mettant en scène Oscar Fence, la fille du commandant de nuit des gardes royaux d'Ursal, qui se fait passer pour un homme afin de succéder à son père, ce qui lui confère un charme à la fois fort masculin et féminin. Rose of Ursal est un manga historiquement reconnu, que Oda a même mentionné avoir apprécié lors de sa relecture il y a quelques années dans une de ses interviews. Fait intéressant, il avait envisagé le blond pour les cheveux de Gunka lors de sa conception avant d'opter pour le bleu. Je me demande donc s'il souhaitait également donner une chevelure blonde à sa mère comme à Oscar. La question demeure. Comment les choses ont-elles dégénéré? On sait que Gonko aurait fini par tuer le roi que Brooke appelait son bienfaiteur, ou An-An-Jin, en japonais, celui qui lui avait tout donné. Mais il pense désormais qu'elle a probablement agi sous l'influence de manipulation. On ne la voit pas s'en prendre à son père, même si son apparence suggère
qu'elle était un peu plus âgée, semblant pleurer sa mort, avant d'être emmenée en Terre Sainte. Et c'est tout ce que l'on sait. Je pense que la clé réside dans la raison pour laquelle Gonko, parmi tous les personnages, a été choisi pour devenir un dragon céleste, et car elle semble être une personne tout à fait spéciale. À l'époque de la vallée des dieux, elle était une lame servante des dieux avant de rejoindre les chevaliers divins, mais elle servait déjà émue auparavant et avait reçu la jeunesse éternelle assez tôt. Un privilège dont même des chevaliers comme Garling et les autres chevaliers du Ghana n'ont pas bénéficié s'ils n'ont pas fait partie des Gorose. De plus, Gonko est désormais membre de la famille Manor. Mais est-elle née dragon céleste? A-t-elle été adoptée? Peut-être de la même manière que Harold et Loki ont été invités à rejoindre les chevaliers divins. Bien que dans le cas d'Harold, il ne semble pas qu'il ait hérité d'un nom de famille, alors se pourrait-il qu'elle soit née ainsi? Mais aussi absurde que cela puisse paraître, je me demande si Candle n'était pas Manor Candle, un chevalier divin et dragon céleste qui aurait infiltré ce royaume de la même manière que Garling s'est infiltré dans la vallée des dieux et a séduit une femme du coin que nous savons maintenant nommée Magnolia et qui est, bien sûr, la mère de Shamrock et Shanks. Peut-être que de la même façon Kendall cherchait à localiser les membres du clan Davy comme Brooke et le roi, tout comme Oscar était infiltré dans la Rose de Versailles, Condell fait de même ici. Ou alors, peut-être que toute cette théorie du complot ne veut absolument rien dire et qu'Emu a simplement pris le personnage intéressant de Gonko pour une autre raison. Espedia a peut-être été victime d'un tournoi génocidaire, car nous ignorons si ce tournoi était affilié à un gouvernement ou s'il a été touché par une autre catastrophe majeure ou un plan gouvernemental. Brooke l'a décrit désormais comme un royaume déchu. Après quoi, il se serait enfui pour vivre comme pirate, souhaitant oublier le passé après avoir été témoin de la trahison de Sheer qui a tué son père. Il ignorait tout de la vérité jusqu'à présent que nous allons découvrir avec Moore.